bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de cette édition, des jeunes chrétiens du monde rural français et allemand profitent du salon de l'agriculture pour réfléchir et faire face à une profession en crise. Reportage dans quelques instants. L'enseignement catholique s'engage avant les élections présidentielles. Nous entendrons Pascal Balman, son secrétaire général. Ce matin, il a présenté un document qui explique comment faire avancer le système éducatif. Le vice-premier ministre du Gabon, Bruno Ben Moubamba, appelle l'opposition à participer activement au dialogue lancé par le président Ali Bongo pour relever le pays. Nous l'avons rencontré lors de son passage à Paris. Le week-end dernier, des membres de la délégation catholique pour la coopération ont été reçus par le pape François. À l'occasion des 50 ans de cette ONG, le Saint-Père les a encouragés à devenir les serviteurs de la proximité de Dieu. Un appel qui résonne tout particulièrement en cette veille de carême. On en parle aujourd'hui avec Guillaume Nicolas, délégué général de la DCC. Ce matin, Monseigneur Crépy, évêque du Puy, s'est rendu au Salon de l'Agriculture qui se tient actuellement à Paris à la rencontre d'une profession en crise. C'est pour ne pas rester sourd au désespoir des agriculteurs que Monseigneur Crépy, il en charge un diocèse rural, a souhaité arpenter les allées du parc des expositions de la Porte de Versailles. Vendredi dernier, dans un communiqué, les évêques de France ont ensemble exprimé leur attention, leur proximité et leur soutien aux agriculteurs en difficulté. Et puis on s'en souvient, l'année dernière, 15 évêques avaient fait le déplacement au Salon de l'Agriculture. Et cette année, Monseigneur Crépy a une nouvelle fois tenu à montrer la proximité de l'Église avec le monde agricole. L'agriculture, c'est un moteur très important dans un diocèse comme le mien, qui connaît une situation pour un bon nombre d'agriculteurs assez difficile. Et je pense que l'évêque vienne, c'est une manière de dire que je suis attentif aux agriculteurs, que j'essaye de comprendre et que peut-être aussi de les soutenir dans les moments difficiles. L'Église a toujours été très en lien avec les agriculteurs. Rappelez-vous qu'après la guerre, dans les années 60, la jeunesse agricole chrétienne, la JAC, a été un facteur extrêmement important dans la création de coopératives, dans la création de mutualisation entre les agriculteurs. Je pense que l'Église aujourd'hui, qui n'a pas de solution pratique à apporter, l'Église peut être un lieu qui permette aux agriculteurs de se rencontrer, aux agriculteurs de parler ensemble et peut-être de permettre aussi à la population de prendre plus conscience de l'importance des agriculteurs dans nos sociétés rurales. Face à une crise agricole profonde et complexe, le mouvement rural de la jeunesse chrétienne a décidé de s'engager. Pour cela, ils ont reçu hier leurs homologues allemands. Ils ont commencé à s'interroger sur des propositions communes à faire au niveau européen. Un début de réflexion qui a eu lieu au Salon de l'Agriculture. Notre journaliste Rémi Pem a assisté à cette première rencontre. Se rencontrer pour faire connaissance, c'est le point de départ de la démarche de 4 jeunes impliqués dans des associations chrétiennes qui interviennent en milieu rural des deux côtés du Rhin. Jacob et Séverin sont allemands, membres du mouvement catholique de la jeunesse rurale. Ils ont répondu à l'invitation de Simon et Sarah du mouvement rural de la jeunesse chrétienne au Salon de l'Agriculture 2017. Une visite pour le plaisir, mais pas seulement. C'est très intéressant de se faire un point de vue sur les politiques agricoles françaises, car c'est assez différent de chez nous. Ce sont des échelles différentes, des organisations différentes par rapport à l'agriculture allemande, et c'est très intéressant de voir les différences, mais aussi les points communs et d'en parler ensemble. Évoquer les différences et les points communs des agricultures allemandes et françaises dans le but de faire naître des propositions communes qu'ils soumettront pour la réforme de la politique agricole commune en 2020. Avec un objectif en tête, aider les jeunes à s'installer. On a envie de permettre à des générations d'agriculteurs de s'installer et que les fermes doivent continuer aussi à vivre. Et parce qu'aujourd'hui, on est quand même confronté au problème que de plus en plus de fermes s'arrêtent, que ce soit en Allemagne ou en France. Et du coup, on est d'accord sur le fait qu'il faut stopper cette hémorragie aussi en ayant des politiques qui aident les paysans à vivre de leur métier. Ce travail collectif autour de la PAC continuera dans les mois qui viennent pour aboutir à des propositions concrètes que les jeunes soumettront lors d'un festival pour la paix organisé en août 2018 à Besançon.
À 3 mois des élections présidentielles, l'enseignement catholique prend position pour faire avancer le système éducatif. Ce matin, le secrétaire général de l'enseignement catholique, Pascal Balmant, a présenté devant la presse un document de 20 pages intitulé « La contribution de l'enseignement catholique pour l'école, des convictions pour avancer ». Il sera distribué dans les prochains jours à tous les responsables politiques. À l'intérieur, des propositions basées sur une conviction. L'égalité exige la diversification. Explication avec Pascal Balmant. Le point de départ de notre réflexion, si vous voulez, c'est de se dire que plus que jamais, les enfants et les jeunes sont divers et différents les uns des autres. J'insiste, plus que jamais. Et que dans cette perspective, il est opportun et nécessaire, et à mes yeux indispensable, de construire une approche de l'école fondée sur la notion de pluralité et de diversification des pratiques pédagogiques, de décloisonnement des filières, d'assouplissement du fonctionnement pédagogique de l'école en France. Moi, ce que je propose, ce que nous proposons, qui est simple, qui n'est pas révolutionnaire en soi, c'est d'inverser le paradigme et de beaucoup plus considérer qu'une politique scolaire, elle est d'abord là pour encourager les initiatives et pour déployer des espaces de liberté permettant aux initiatives des équipes, des chefs d'établissement, en lien avec les parents, en lien avec les collectivités territoriales, de se mettre en œuvre en adaptation aux besoins spécifiques des enfants et des jeunes de chaque établissement. L'accueil des migrants passe par l'intégration, a réaffirmé ce matin le pape François dans un entretien publié par le magazine Scarpe des Tennis, soutenu par la Caritas et vendu par les sans-abri de Milan. L'accueil des migrants arrivant en Europe doit se faire avec la vertu chrétienne. Toutefois, a-t-il prévenu, accueillir ne signifie pas seulement recevoir, mais surtout intégrer, ce qui est un travail très difficile. Chaque pays doit alors voir quel nombre il est capable d'accueillir, a ajouté le Saint-Père. Ce qui manque actuellement en Europe, a-t-il déploré, c'est véritablement l'intégration. Le pape François, qui a fait une visite historique dimanche dernier, pour la première fois, un souverain pontife s'est rendu dans une paroisse anglicane, la paroisse All Saints de Rome. Il est venu célébrer les 200 ans de présence de cette communauté dans la ville éternelle. Au début de l'événement œcuménique, une icône du Christ a été bénie par le Saint-Père. Les vêpres ont ensuite été chantés selon le rite anglican. À l'issue, le pape a lu une homélie. Il a appelé chacun à approfondir le rapprochement entre les églises anglicanes et catholiques. Incoraggiamoci gli uni agli altri a diventare discepoli sempre più fedeli di Gesù, sempre più liberi dai rispettivi pregiudizi del passato e sempre più desiderosi di pregare per e con gli altri. Un bel segno di questa volontà è il gemellaggio realizzato tra la vostra parrocchia di All Saints e quella cattolica di Ognissanti. I santi di ogni confessione cristiana, pienamente uniti nella Gerusalemme da lassù, ci aprono la via per percorrere qua giù tutte le possibili vie di un cammino cristiano fraterno e comune. Pendant la visite, il y a eu aussi un temps d'échange avec les paroissiens. Interpellé par un étudiant nigérian sur les églises du Sud, le pape a dit étudier la possibilité de se rendre prochainement au Soudan du Sud avec le primat anglican Justin Welby. Ce dernier a d'ailleurs déclaré aujourd'hui à l'agence CIR être enthousiaste à l'idée de cette visite. Les évêques catholiques anglicans et protestants du Sud-Soudan les ont invités pour encourager les efforts de paix. Les évêques de ce pays qui ont lancé vendredi dernier un nouveau cri d'alarme, malgré nos appels à la paix adressés à toutes les parties, les meurtres, les viols, les saccages, les évacuations forcées, les attaques contre les églises et les destructions de propriétés se poursuivent dans tout le pays sans aucune justification morale, ont déploré les évêques. Au Soudan du Sud, la guerre dure depuis 3 ans entre les hommes du président Salva Kiir et de son ancien allié Riek Machar. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées. La famine s'abat maintenant sur le pays, poussant les populations à fuir.
En République démocratique du Congo, les évêques réaffirment leur rôle de médiateur entre le gouvernement et l'opposition et ils s'inquiètent des violences dans le pays. Dans les zones du Nord Kivu et dans les régions du Kasaï, les évêques déplorent des milliers de morts. Ces derniers jours, l'Église a aussi été la cible d'actes de vandalisme, notamment dans la paroisse Saint-Dominique à Kinshasa ou encore dans le grand séminaire de Malolé. La conférence épiscopale rappelle qu'elle n'est que médiatrice et ne peut être tenue responsable du blocage dans le pays. Et les évêques ont saisi l'occasion de cette assemblée plénière pour inviter le peuple congolais à un sursaut patriotique et aussi à prendre courage, mais surtout à interpeller les acteurs politiques qui sont les principaux responsables de cette situation. On est là devant des intransigences qui ne se justifient pas et les évêques prennent le peuple à témoin et leur demandent de se mettre debout, d'exiger des acteurs politiques un comportement beaucoup plus responsable pour qu'on en finisse une fois pour toutes. Ils attendent la médiation plus que ce qu'elle peut faire. Dans le chef de beaucoup de Congolais, c'est comme si les évêques pouvaient, par un bâton magique, trouver la solution au blocage, alors que les évêques sont des médiateurs et ce qu'ils doivent faire, ils le font. Ils interpellent les uns les autres. Ils font même des suggestions, mais la décision revient aux politiciens. Au Gabon, 6 mois après les élections présidentielles, la situation politique reste tendue. Le président Ali Bongo a appelé à un dialogue national pour reconstruire le pays. La date du début des négociations est sur le point d'être annoncée, mais le principal opposant, Jean Ping, refuse pour l'instant d'y participer. De passage à Paris la semaine dernière, nous avons rencontré le vice-premier ministre gabonais, ancien de l'opposition. Il n'hésite pas à critiquer l'action de son propre gouvernement, mais il appelle aujourd'hui le camp de Jean Ping à dialoguer. On l'écoute. Ce dialogue permettrait, si on le vit au mieux, c'est-à-dire pas pour se partager les postes ou de l'argent, mais au contraire pour transformer les décisions de ce dialogue en texte législatif, serait une chance pour avoir une évolution positive du pays. Ce dialogue est boudé, si je puis m'exprimer ainsi, par le camp de M. Jean Ping, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine. Eh bien, moi je l'appelle à la raison, à se hisser au niveau d'un Mandela à la gabonaise, parler à ses adversaires pour préserver la stabilité du pays. Donc ce dialogue peut être une chose positive, pour peu qu'on y préserve les principes, les valeurs et les normes et que cela ne tourne pas à un monologue du réconfort d'un pouvoir auquel je fais partie désormais. Ce n'est pas ça l'enjeu. Les églises d'Orient ont commencé le carême hier. Dans un message publié dimanche, le patriarche des Chaldéens, sa béatitude Louis-Raphaël Sako, a invité les fidèles irakiens à profiter de ce temps pour aider l'Irak à vivre dans une paix juste et durable. Le patriarche recommande les prières communes et encourage le jeûne. Il a aussi demandé aux prêtres d'organiser des temps de rencontres sur le dialogue pour promouvoir une culture de paix. Et puis j'ajoute qu'à Mossoul, les combats continuent. Les forces irakiennes ont annoncé lundi avoir pris le contrôle d'un nouveau pont qui leur permette d'entrer dans l'ouest de la ville. 750 000 civils sont toujours piégés dans cette zone. De son côté, l'Église latine débutera le carême demain avec le mercredi des cendres. Le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, ne pourra pas présider la cérémonie à Notre-Dame. Il a été hospitalisé samedi en raison d'une infection virale. Nous avons joint le diocèse de Paris qui nous a fait part de nouvelles rassurantes. La cérémonie du mercredi des cendres à suivre en direct sur KTO depuis Notre-Dame de Paris à midi et à partir de 16h30 depuis Rome. Le père Tito Zeman, prochainement béatifié. Hier, le pape François a approuvé le décret reconnaissant son martyre. Salésien, ce prêtre slovaque a été condamné à 25 ans de prison en 1952. Suite à l'interdiction des ordres religieux par le pouvoir communiste, il organise alors l'exfiltration clandestine des jeunes salésiens vers l'Italie pour qu'ils puissent poursuivre leurs études. Sorti de prison au bout de 12 ans, le père Zeman ne se remet pas des souffrances dues à l'incarcération. Il décède le 8 janvier 1969. Avec la reconnaissance de son martyre, le pape François ouvre donc la voie à sa béatification.
En Belgique, la journée du samedi 11 mars sera marquée par une cérémonie en la cathédrale Saint-Michel et Gudule pour marquer l'anniversaire des 4 ans de l'élection du pape François. Cette célébration sera présidée par l'archevêque de Malines-Bruxelles, Monseigneur Joseph de Quézel, et par les nonces apostoliques auprès du Royaume de Belgique. J'ajoute qu'il y a 4 ans, le 27 février 2013, le pape Benoît XVI renonçait à sa charge de successeur de Pierre. Et on poursuit avec la chronique du Monde. Cette semaine, le père Gonzalo Mezza revient sur la situation des migrants aux États-Unis qui inquiète les fidèles. Bonjour, aujourd'hui je suis dans l'État de Géorgie aux États-Unis. La semaine dernière, j'ai reçu un message texte d'un paroissien qui assistait à un cours biblique dans sa paroisse à Grovetown, Georgia. Elle m'écrivait « Père, je vous demande vos prières parce qu'en ce moment, l'agence d'immigration du gouvernement est en train de faire une opération contre les clandestins. » En effet, ce raid a été un des plusieurs que l'agence d'immigration américaine a effectué il y a quelques semaines dans plusieurs États. Ces opérations ont ciblé des foyers des immigrés clandestins à Californie, Géorgie, Illinois et New York. De ce fait, plusieurs centaines de personnes ont été arrêtées et déportées au Mexique. Cette première vague des opérations anti-clandestins a provoqué panique et anxiété entre les personnes immigrées sans papier. Maintenant, il y a à peu près 11 millions de sans-papiers dans ce pays. Beaucoup d'entre eux sont arrivés il y a plusieurs années et ils sont des enfants nés au territoire américain. Ces enfants sont citoyens américains même si leurs parents sont sans papier. Les familles sont en panique parce qu'ils se demandent qu'est-ce qui se passerait avec nos fils si nous sommes déportés? Qui va garder les enfants? À main de qui iront nos maisons et nos propriétés? Pour faire face à telle situation d'incertitude, quelques pays, comme le Mexique, ont développé des programmes de défense des citoyens dans ces consulats en Amérique. Aussi, beaucoup des églises catholiques et non catholiques ont commencé à offrir aux paroissiens des journées pour informer les sans-papiers sur ces droits. Dans ces sessions, on encourage spécialement les parents à prendre des mesures légales pour protéger leurs biens et leurs jeunes enfants au cas où ils sont déportés. Il faut dire qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les villes sanctuaires, où les sans-papiers sont plus protégés. Mais ils savent que chaque église catholique est à son côté. Le système migratoire américain ne fonctionne plus et il faut le réformer. L'Église plaide en faveur d'une approche complète et plus humaine à l'égard de l'immigration. Pas de solutions simplistes et absurdes comme la déportation massive pour séparer les familles ou la construction des murs. Je suis le Père Gonzalo Meza et je vous souhaite une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci Père. Tout de suite, c'est notre dossier. Depuis 1967, près de 20 000 volontaires ont vécu l'expérience du volontariat de solidarité internationale avec la DCC, la Délégation catholique pour la coopération. Présente dans près de 50 pays, la DCC accompagne chaque année plus de 500 volontaires. Ils agissent dans tous les domaines de développement et dans tous les types de métiers. Et pour fêter 50 ans d'existence, une trentaine de membres de la DCC ont été reçus le week-end dernier au Vatican, comme on peut le voir sur ces images. Et parmi eux, notre invité, Guillaume Nicolas. Guillaume Bonjour. Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes délégué général de la DCC. En quelques mots, quels sont les encouragements que vous avez reçus du pape François le week-end dernier? Eh bien, il nous a encouragés à rester ce signe d'une Église en sortie. C'est ce qu'il a perçu de la délégation catholique pour la coopération. En s'adressant à nous, et il s'est d'ailleurs d'abord adressé à tous les volontaires sur le terrain et à tous les membres de la délégation, eh bien, il a salué ce signe d'église dynamique parmi les plus pauvres. Alors juste en quelques mots, peut-être rappeler à nos téléspectateurs quelles sont les missions de la DCC. Qu'est-ce que font les volontaires quand ils sont envoyés dans l'un des pays? Alors, la DCC, en effet, envoie des volontaires dans le monde entier pour des missions très très variées. La spécificité de la DCC, c'est de ne pas faire des projets, mais bien de répondre aux besoins des partenaires dans le monde et dans les pays les plus pauvres en particulier. Et en fait, ces besoins sont très très divers. Ça peut aller de besoins autour de la santé, de l'enseignement, de l'ingénierie, de l'agriculture. Beaucoup de corps de métier sont représentés. Et ce que l'on constate depuis quelques années,
c'est que les besoins s'affinent, les compétences se sont développées dans les pays du Sud, et du coup, on nous demande des compétences de plus en plus importantes. Alors, avec des volontaires, j'imagine que vous accompagnez en amont. Absolument, en fait, c'est toute la valeur ajoutée d'une ONG comme la DCC, c'est que le départ en volontariat de solidarité internationale, ce n'est pas anodin, c'est vivre étranger dans un autre pays pendant 1 an à 2 ans, dans des pays qui souvent nécessitent de savoir vivre dans une forme de précarité. Et le principe du volontariat de solidarité internationale, tel que nous le proposons, c'est de vivre avec et pour la population. Alors pour ce faire, la DCC accompagne tous les candidats à un discernement assez sérieux avant le départ. Puis lorsque la décision est prise, eh bien, il y a une formation au départ qui dure une quinzaine de jours afin que le départ se fasse dans de meilleures conditions possibles. Et avant de partir, il faut bien mesurer l'enjeu et l'investissement personnel que cela représente. Au fond, l'engagement, ce n'est pas un simple coup de main, c'est ce que vous nous dites. Absolument, la solidarité internationale, ça ne s'improvise pas. Le pape François, d'ailleurs, le reprend dans le propos qu'il nous a tenu en soulignant que la solidarité, ce n'était pas une somme de petites actions, mais bien un investissement, un engagement personnel. Et en reprenant aussi quelques extraits de grands textes de la pensée sociale de l'Église, pour dire qu'il n'y a pas de solidarité internationale sans prise en compte de la dimension spirituelle des individus. Et c'est là des propos qui, évidemment, font écho à la DCC. C'est-à-dire que les volontaires qui s'engagent avec la DCC, il y a aussi une démarche spirituelle. Quelle est-elle ? Absolument. Alors, la DCC accueille tout type de candidats, quel que soit leur cheminement spirituel. Donc, cela fait que le public à la DCC est très, très varié. On a des personnes pour qui la DCC, c'est le premier contact avec l'Église, quand pour d'autres, eh bien, ils ont déjà une pratique très régulière. Quoi qu'il en soit, la DCC, elle propose à chacun de vivre un cheminement spirituel. Et le volontariat de solidarité internationale est intrinsèquement un chemin un peu comme un pèlerinage où l'on va vers l'inconnu et on accepte de prendre ce risque de se découvrir soi-même. Alors ça résonne un petit peu particulièrement aujourd'hui de vous avoir, puisque demain nous rentrons en carême. Vous nous expliquez, ça peut être aussi un bel exemple, que eh bien, pour se donner aux autres, il faut aussi s'y préparer. C'est difficile et pour autant, au retour, il y a des fruits, j'imagine. Oui, il y a des fruits. Ces fruits, c'est un peu, en effet, un peu suite à une forme de carême. Lorsque dans le carême, eh bien, on expérimente la sobriété, par exemple, de revenir à l'essentiel, eh bien, c'est ce qu'on vit en volontariat de solidarité internationale. Nos volontaires qui partent sur le terrain quittent leur confort, quittent leurs habitudes, quittent leurs repères, quittent même une forme de citoyenneté qu'ils connaissent en France. Et quand ils reviennent, eh bien, il faut se réadapter à un nouveau monde, il faut se réadapter à une nouvelle vie, parce qu'on revient différemment. Lorsque l'on a connu cette forme d'abandon de ses habitudes, eh bien, on fait un nouveau départ lorsque l'on revient en France. Comment vous faites pour sélectionner les volontaires qui se présentent à la DCC ? Alors, les volontaires sont volontaires par nature, et lorsqu'ils candidatent à la DCC, il s'agit plus que d'une sélection, d'une évaluation avec eux, certes de leurs aptitudes, mais aussi on s'assure de vérifier que leur projet est bien cohérent avec le projet que propose la DCC. Il y a tellement d'enjeux personnels, tant sur le plan professionnel, personnel que spirituel, qu'il faut vraiment que l'on vérifie cela. Donc on les aide à réfléchir avec des stages qui sont dédiés à cet effet. Aujourd'hui, ils sont dans quel pays, envoyés dans quel pays ? Les besoins, où est-ce que les besoins se font les plus forts ? Alors, près de 50 pays, la DCC est présente dans près de 50 pays. Ce que l'on constate, c'est que si le cœur historique, c'est l'Afrique subsaharienne, eh bien, les besoins se développent aussi maintenant en Amérique latine. On a à peu près 25% de nos volontaires qui sont dans des pays d'Amérique latine. Et puis aussi en Asie, où là aussi, les précarités sont nombreuses, de toutes sortes. Et les besoins de nos partenaires se font sentir d'une manière de plus en plus importante. Et puis on a aussi des besoins qui s'expriment dans les pays du Proche et du Moyen-Orient. Alors parfois il s'agit d'autres types de vulnérabilité, mais le phénomène des migrations, par exemple, eh bien, fait naître de nouveaux besoins aussi dans ces pays-là. Quel type de besoins, par exemple ? Eh bien, par exemple, des populations qui subissent des migrations se retrouvent dans des villes telles que Jérusalem ou Beyrouth, et puis les personnes cherchent à travailler pour survivre. Ces personnes ont des enfants, eh bien, il faut s'occuper de ces enfants-là. Eh bien, il y a par exemple, j'ai à l'esprit une mission qui consiste à aménager une structure d'accueil pour ces enfants et animer pendant la journée des jeux, des espaces éducatifs, afin que les enfants ne soient pas laissés à la rue.
Je vais revenir sur cette rencontre avec le pape François. Ça fait assez peu de temps au fond, mais est-ce que ça a pu ouvrir des perspectives ou des idées pour l'avenir de la DCC ? Alors, premièrement, ça nous conforte. Ça nous conforte dans l'action que nous menons. Lorsque le pape souligne autant l'ancrage de la DCC dans l'Église, eh bien, tous les volontaires qui entendent ce discours sont vraiment réconfortés. Ensuite, oui, ça nous encourage à continuer à voir le développement humain comme basé sur la rencontre. C'est déjà notre modèle, mais le pape insiste beaucoup en disant « vous devez être promoteur, en quelque sorte, de ce modèle de miséricorde qui consiste à vivre le développement à travers la rencontre des hommes, en faisant des ponts entre les hommes et les peuples. » Quand le pape nous dit ça, ça nous encourage à diversifier nos missions et peut-être même à accueillir certains volontaires étrangers en France pour vivre notre développement humain chez nous en France. Merci beaucoup Guillaume Nicolas d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre fidélité. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag #AlaSource. Je vous dis à jeudi. Excellente soirée sur KTO.